Le monde semble se noyer dans le crépuscule. C'en est fini du grand souffle de jadis, du va-et-vient à travers les siècles. Je ne peux plus penser qu'au jour le jour. Mes héros ne sont plus les guerriers et les rois, mais les choses de la paix, toutes égales entre elles. Les oignons qui sèchent, valant le tronc d'arbre qui traverse le marécage. Mais nul n'a encore réussi à chanter une épopée sur la paix. Pourquoi la paix ne peut-elle pas exalter à la longue? Ne se laisse-t-elle pas raconter? Renoncer? Et si je renonce, l'humanité perdra son compteur. Et si jamais l'humanité perd son compteur, elle perd du même coup son enfance. Dopo alcuni secoli nell'Italia settentrionale si coltiva il riso, come in Cina, come in India. Cresce su un'immensa pianura che copre le province di Pavia, di Novara e di Vercelli. Su questa pianura hanno impresso segni incancellabili milioni e milioni di mani di donne che l'hanno frugata e assestata per 400-500 anni. È un lavoro duro, immutabile. Le gambe nell'acqua, la schiena curva, il sole a picco sulla testa. Eppure soltanto le donne possono compierlo. Occorrono mani delicate e veloci, le stesse mani che pazientemente infilano l'ago e cullano i neonati. Qui parla Radio Torino. Abbiamo voluto offrir aujourd'hui à nos auditeurs un programme exceptionnel. Nous nous trouvons parmi les trains qui transportent les mondines vers leur lieu de travail. Chaque année, au début du mois de mai, elles vont dans toutes les rizières. C'est une mobilisation de femmes, de tous les âges et de tous les métiers. Paysannes, bien sûr, mais aussi ouvrières, vendeuses, dactylographes. La saison de la Monda dure 40 jours, et ce sont 40 journées bien fatigantes. Andiamo ora, donne. Possiamo andare? À partir de 25 ans, mal nourries, pâles, émaciées, les femmes sont déjà des petites vieilles qui cachent leurs jambes à l'épiderme malsain sous de longues jupes. Elles sont nombreuses à travailler nues jusqu'aux cuisses dans la boue des rizières piémontaises et lombardes. Travail de femme, dit-on, facile à apprendre, ne requérant aucune qualification.
sauf celle d'être capable de supporter des conditions sanitaires déplorables, de résister aux fièvres et à l'ennui généré par une infinitude de gestes répétitifs, sans parler de la médiocrité des nourritures avalées à la hâte, des digestions laborieuses et des incidences sur les cycles menstruels de ces femmes condamnées à travailler de l'aube au crépuscule dans l'eau visqueuse en des positions qu'on dit propices aux avortements. La jeunesse, malgré la fatigue, la maladie, les inconvénients de toutes sortes, se réjouit de passer chaque année 6 ou 8 semaines au pays du riz. Pour les migrantes, c'est l'occasion de quitter maison et famille pour goûter à la liberté et à une promiscuité troublante des deux sexes qui n'est pas sans danger. Ah, les petits bals champêtres au son de l'organetto, les rendez-vous au fond des fossés, la bénédiction des grands arbres sur le péché des sens, les nuits d'été qui n'en finissent pas d'être douces, parce que tout est permis, entre filles et garçons, d'âge encore presque tendre du côté féminin. Mio caro padre, mia cara madre, io sono qua giù per 40 giorni. Appena arrivata mi sento già stanca, chissà come sarò al ritorno. Si mangia poco, si beve a stento, l'acqua fresca la troviamo di rado. Eppure mamma, son tanto contenta d'esser venuta per questa strada. Con le gambe sempre nell'acqua, non so perché, ma vien la sete in bocca. Non è il lavoro che fa paura, che di questo son figlia e sorella. Aria nuda e finti respiri nel camerone con tante zanzare. Se per stanchezza non possiamo dormire, qualche volta ci mettiamo a cantare. Les femmes chantent pour se donner du courage. Elles me parlent dans leur dialecte pressé, dont beaucoup de paroles m'échappent. Mais ne m'échappe pas leur force vive, leur sacrifice de patience basé sur des habitudes centenaires. D'un côté, il y a la faim, de l'autre, un morceau de pain. Au milieu, l'esclavage. Vous devez passer par là si vous voulez manger, dit le patron. Et elles passent, les pauvres. Elles passent, opprimées par une énorme injustice qui dure depuis trop longtemps. Et elles me parlent de leur existence, d'années, avec une grande politesse de langage et une continuelle dignité dans leurs lamentations. Nous montons un escalier de bois, une saleté d'escalier, avec lequel on aurait mieux fait de tailler du petit bois pour allumer le feu cet hiver. Et nous entrons dans le soi-disant dortoir, une sorte de grenier avec des poutres en croix effrayantes et rempli de lit, des soi-disant lits. Sur ces lits de camp, une housse de matelas remplie de paille. Entre un lit et un autre, il y a à peine la place pour un soupir. Et sous les lits, dans le peu de vide qui reste, les valises et les ballots. Dans cet espace suroccupé qui ressemble à une vieille écurie,
une litière pour les bêtes, dorment 48 mondines. Cette année-là, la rizière dans laquelle les envoya le recruteur était loin, très loin, sur le territoire de Borgo Vercelli, à environ 10 km de Novara. Les femmes y arrivèrent fatiguées avec des pieds gonflés et douloureux. Nanna, assise sur la paille qui devait lui servir de lit, tenait ses pauvres pieds entre ses mains et elle était épouvantée de les voir dans cet état. Les plus robustes lui dirent « N'y fais pas attention, dors! Demain, nous serons tellement dans l'eau qu'ils se rafraîchiront plus que de besoin. » Et elles s'étendirent en babillant sur la paille de la grange et elles s'endormirent en riant. Nanna finit par s'endormir, elle aussi. Et elle était tellement fatiguée qu'elle dormit jusqu'au matin, sans même se retourner. Quand elle la réveillèrent, elle regarda autour d'elle et elle dit « Il fait encore nuit. » En effet, il n'était pas encore 4 heures. Et à 4 heures, il fallait être au travail. Le jour commençait à poindre. Toute l'immense plaine était enveloppée dans une vapeur grise et lourde. Nanna entra dans la rizière. Quand elle se retrouva avec l'eau jusqu'au-dessus des genoux et la tête dans cette brume laiteuse, elle sentit son souffle se dérober. Ah mon Dieu, j'ai l'impression que cette chose blanche est la fièvre et qu'elle entre par le nez, les oreilles par la bouche. Et elle frissonna de la tête aux pieds. « Hé ragazza, qu'est-ce que tu fais ?» s'écria il capo, le chef. Nanna se courba en hâte et se mit à monder et à désherber le riz. Mais elle se sentait triste dans cette plaine grise. Dans ce brouillard qui lui pesait sur les poumons et sur le cœur, elle avait envie de pleurer. Pauvre Nanna. Le soleil vint. Un soleil de juin qui brûlait comme une flamme. La sueur coulait le long du cou de Nanna, lui tombait du front en grosses gouttes, et ces gouttes faisaient des ronds dans l'eau, comme lorsqu'on y jette des petits cailloux. Vers 2 heures, l'ardeur du soleil était si intense qu'elle se sentait vaciller entre des langues de feu qui léchaient la chair, qui suçaient le sang. Et cette eau de rizière stagnante et réchauffée exhalait des odeurs puantes qui lui retournaient l'estomac. Nanna se redressa, les yeux injectés d'être restée si longtemps penchée, et elle se dit « Mais c'est une vie d'enfer. »« Et là-bas, Nanna, au travail !»« Allons, chantons, » dit une femme. « Le temps passera plus vite, plus que 2 heures de travail. » Une à une, proches, lointaines, d'ici, de là, les mondines s'unirent à cette voix et formèrent un chœur. Nanna chanta, elle aussi. La mondina son la sfruttata, son la proletaria che giammai tremò. Mi hanno uccisa e catenata, carcere e violenza nulla mi fermo. Mi hanno uccisa e catenata, carcere e violenza nulla mi fermo. Coi nostri corpi sulle rotaie, noi l'abbiamo fermato il nostro sfruttatore. C'è molto fango nelle risaie, ma non porta macchia il simbolo del lavoro. C'è molto fango nelle risaie, ma non porta macchia il simbolo del lavoro. E lotteremo per il lavoro, per la pace, il pane, per la libertà. E creeremo un mondo nuovo di giustizia e di nuova civiltà. E creeremo un mondo nuovo di giustizia e di nuova civiltà. E se qualcuno vuol far la guerra, tutti uniti insieme noi lo fermeremo.
pace qui sulla terra e più forti dei cannoni noi saremo. Vogliamo la pace Qui sulla terra e più forti dei cannoni noi saremo. À 4 heures, lorsqu'elle sortit de la rizière, Nana ne supportait plus le reflet éblouissant du soleil. Après tant d'heures de labeur, le regard plongé dans cette eau miroitante, ses yeux s'étaient épuisés. Partout où elle regardait, elle ne voyait qu'une balle bleue ondoyante. Ah, Seigneur Dieu, comment pourrais-je résister? Et elle observa ses compagnes qui, ruisselantes de sueur, se mettaient en route pour le repos comme après une journée de travail ordinaire. Si elles se sont habituées, elles, je m'habituerai moi aussi. C'est alors qu'elle entendit deux jeunes filles qui disaient « Quante ne hai prese tu? Ne ho prese 5 e ho guadagnato 1 lira. Una lira? È il prezzo di una mezza giornata di lavoro e senza fatica. Senza fatica, no. Combien tu en as prise, toi? 5. J'ai gagné 1 lire. 1 lire, le prix d'une demi-journée de travail, sans aucune peine. Sans aucune peine. Ces mots sonnèrent comme une mélodie à l'oreille de Nana. Elle resta à écouter. Una lira? Ma tu ne metti 20 centesimi ciascuna? Sì, è il prezzo che ne prendo io. Je les vends 20 centimes chacune, mais oui. E dove? Io non ho mai avuto più di 3 soldi. E chissà chi l'hai vendute tu. Se domenica vieni a Novara con me, ti faccio prendere 20 centesimi ciascuna, vedrai. Si dimanche tu viens à Novara avec moi, tu verras. Nana, curieuse de connaître le secret permettant de gagner de l'argent sans aucune peine, demanda « Et les filles, qu'est-ce que vous vendez à Novara ?» Le sanguisughe. Les sangsues? Tu non ne hai prese? Ah non, elles venaient autour de mes jambes, mais j'ai réussi à les chasser. Brava! Dai calcio alla fortuna! Noi siamo ben contente che si attacchino, così le pigliamo. Altrimenti sfuggono. Contente qu'elles s'accrochent? Sì. Et regarde un peu combien de sang elles vous font perdre. Ma no, è il sangue cattivo che se ne va, risparmi una malattia. Ci metti sopra una ragnatela e si ferma subito. Une toile d'araignée? Et la jeune fille courut à un angle de la grange, prit quelques toiles d'araignée poussiéreuses et les posa sur ses plaies qui, en effet, cessèrent de saigner. C'est vrai, se dit Nana. Si on laisse les sangsues s'accrocher seulement au dernier moment, avant d'arrêter de travailler, comme ça elles n'ont pas le temps de prendre beaucoup de sang. Et puis qu'est-ce qu'un verre de sang face à une journée comme celle-ci? Et elle calcula que si, pendant 15 jours de suite, elle prenait seulement 3 sangsues chaque jour, elle gagnerait 9 livres. Le prix de 5 jours de ce travail d'enfer. Et elle pourrait partir de la rizière 5 jours plus tôt sans rien perdre. Elle se coucha un peu réconfortée par cet espoir. Et dès le lendemain, elle livra en pâture ses pauvres jambes, qui n'avaient pas de sang en trop, aux morsures féroces de ces bestioles de pharmacie. Dès qu'elle se sentait mordue, elle portait sa main à la plaie, saisissait la sangsue et la mettait dans un petit bocal qu'elle tenait caché dans la doublure de sa robe. Un jour, elle eut la chance d'en attraper 5. Elle s'apprêtait à aller chercher les toiles d'araignée quand elle se sentit faible, très faible. Il n'y avait aucune femme assez robuste pour tenir face à cette fille. Toutes, sans exception, devenaient jour après jour plus maigres. Facit l'almosna astipezzend e quette cacitate noi picchiamo. Aller voir à la brume du matin s'acheminer au travail à 2 ou 3, pâle, les yeux injectés, les bras ballants, le pas lent. Elle ressemblait à une procession de fantômes.
Le poverette tutte ce l'hanno dato, le ricche non ci hanno avuto danno stozzi, non siamo rimasti a metà della vita, nessuno più mo ci può aiutare. Et malgré tout, après une semaine de travail, le dimanche, elle se levait encore de bon matin pour aller jusqu'à Novara, à la messe, et vendre les sangsues. Nana aurait bien aimé rester étendue sur la paille dans cette inertie rafraîchissante, mais le marché des sangsues la récompenserait. Elle se hissa de mauvaise grâce, étira ses bras endoloris, passa sa robe de fête qu'elle avait portée pour le voyage, prit ses sandales à la main et s'en alla avec les autres. Elles rentrèrent dans Novara en chantant. Les beaux endimanchés sortaient des cafés en disant « Ce sont les ouvrières de la rizière ». Et ils regardaient avec indifférence toutes ces jambes, nues jusqu'aux genoux, couleur d'acajou, écailleuses et dures comme du bois. Qu'ils se seraient excités, Dieu sait comment. S'ils avaient vu le petit pied d'une dame surgir de dessous sa jupe, qu'ils auraient frisé l'hôpital psychiatrique si par hasard leur femme avait laissé dépasser leurs chevilles en descendant de voiture. Et elles avaient 18 ans, pauvres enfants, et leur nudité avariée n'inspirait aucun désir, aucun péché de chair. Nana, au retour, était épuisée. Son découragement augmentait chaque jour. Il n'y avait personne pour lui dire « Tu es fatiguée, va te coucher. Tu te sens faible, mange. » Rien. Elle devait y penser toute seule. Elle avait l'impression d'être la fille de personne.
Elle ne coasse plus, la rizière. Les grenouilles sont parties. Si mourir peut être un départ. Le batracien des rizières est devenu muet. La rizière est silencieuse. D'abord se sont éteints les chants des mondines. La vie semblait ne devoir jamais finir. Des mains féminines sauvaient le riz de la mort en arrachant et en étranglant le panique maléfique. Le vide, laissé par cette mondine. Un ingénieur agronome en cravate et lunettes s'est empressé de le combler. Car comment faire sans les mondines? Durant quelque temps, le destin a fait semblant de leur laisser le choix à eux, les agriculteurs, grands et petits chiours padroun des rizières, alors qu'il avait déjà convoqué le chimiste et préparé le décret. Il y avait ce plan d'aménagement grandiose. En rehaussant les digues et en changeant radicalement le système hydrique, les rizières auraient étouffé les mauvaises herbes, rendant ainsi le riz plus vigoureux. Mais le prix à payer pour prolonger la vie des rizières était trop élevé. La mort est moins chère. L'agrochimiste cassa immédiatement les prix de ses médicaments. Avec ce produit, cessez de vous fatiguer. Plus de mondine. Hélicoptère et pulvérisation. Balancez les sacs et partez pour les Jeux Olympiques. Le produit augmente, son prix baisse, peu de main-d'œuvre et vous triplez les bénéfices. Pouvait-on trouver meilleure offre? Et voilà, tous dans l'entonnoir. Au réfractaire, le bâillon. Nostalgique, sclérotique, l'agriculture doit se renouveler. Et de ce jour, voilà les batraciens, créatures de Dieu, qui s'abreuvent d'une eau rendue folle par le désherbant et entament dans leur mare crépusculaire leur via mortis. Pendant que les agriculteurs, pris entre coassements et moustiques, abandonnent leurs antiques casernements. Il ne reste plus dans les fermes que quelques vieux qui gardent les hangars transformés en dépôts de sacs de plastique blanc, une escale pour le désherbant à la dioxine. Et quel riz! Blanc ou entier, il naît en terrain contrôlé, dans une incurable imprégnation toxique de l'humus, grain sans vie, victime humiliée. L'enfer, c'est peut-être ça aussi. Une rizière qui ne chante plus, des fermes aux meules muettes, et toujours plus d'herbes empoisonnées et d'insectes prédateurs. Car plus on désherbe, et plus il en vient, et plus il en est. Surtout n'arrêtez pas, dit le chimiste, le phyto-expert. Augmentez la dose, bombardez tout. Le riziculteur meurt sans héritier. Une fois mort, la rizière passera à des sociétés anonymes. Un conseil d'administration décidera de ce qu'il y aura lieu de faire après l'ultime désherbant. Une fabrique de lustres. Une pyramide. Plus de batraciens, plus d'oiseaux, plus d'insectes. Sur les sacs, on trouve cet avertissement. Nocif pour les insectes utiles. En effet, le produit fait prospérer les nuisibles. Quelques hérons survivants battent des ailes dans le grand silence. De tout ce qui vibre et reverdit, vous pensez, c'est encore là, mais pour peu de temps, ce sera bientôt la fin. Les mûriers, les peupliers, les haies, tout est rasé, avec ça et là, quelques spectres dans le désert. Tout est arraché, enlevé pendant la nuit. Le sac blanc, avec son cachet noir, la poudre verte, triomphe. Dans l'économie traditionnelle, le désert ne portait pas de masque. Sa tête de méduse faisait fuir immédiatement la racaille humaine. Aujourd'hui, le désert est maquillé. Son expansion a le rictus jubilant de l'hyperfertilité. Le désert produit. Mais une campagne où la poudre toxique se dépose dans les poumons et les vessies. D'où est parti le dernier train des mondine qui s'égosillait en chantant « Amore mio non piangere » où les tumeurs n'ont pas tardé à arriver, comme des escadrons d'agents secrets ennemis. Peut-elle encore être dite une campagne ?
Qui sommes-nous? Quoi nous assemble? Que faisons-nous là, ensemble? Nos milliards d'images nous montrent des milliards de corps, des foules, des amas, des mêlées, des paquets, des colonnes, des attroupements, des pullulements, des armées, des bandes, des débandades, des paniques, des gradins, des processions, des collisions, des massacres, des charniers, des communions, des dispersions, un trop-plein, un débordement de corps, toujours à la fois en masse compacte ou en divagation pulvérulente, toujours collectés dans des rues, des ensembles, des mégapoles, des banlieues, des lieux de transit, de surveillance, de commerce, de soins, d'oubli. Un incessant départ généralisé. Voici le monde du départ mondial. Ce monde. Qui parle ici? Qui a jamais parlé? Assourdissant tumulte des grandes voix. Je n'ai pas oublié le nom des grands parleurs. Platon et Aristote et Montaigne et Marx et Freud et Nietzsche. Qui parle dans les gros livres sages des bibliothèques. Qui parle au Capitole. Qui parle au temple. Qui parle à la tribune et qui parle dans les lois. Le monde est la parole de l'homme. L'homme est la parole du monde. Et voilà un bon siècle qu'on ne peut plus le tenir. Déchaîné il est, l'homme. Soi-disant ce qu'il aime par-dessus tout et qui fait sa grandeur, c'est l'action. Ah, l'action, l'entreprise, l'aventure, la recherche, l'exploration, l'exploitation de tout ce qui était resté inexploité. Le monde se divisant désormais pour lui en deux catégories d'objets. L'ensemble de ce que l'on exploite déjà et l'ensemble de ce que l'on n'a pas su ou pu encore exploiter. Il rue dans les brancards. Il lance ses puissantes machines. Il fonce à l'assaut. Peu importe de quoi. Il gueule, il hurle, il fait la guerre à la moitié de la planète. Il envoie dans l'azur ses arcs vrambissants. Il lâche ses bombes. Il rase les villages rebelles. Il appelle ça nettoyer. Il fait place nette pour l'implantation de ses grands dessins. Il éventre les déserts. Il tond les forêts. Il glace la terre dans le bitume. Cette fois, pour la circulation de ses grands dessins, il fait un tapage assourdissant à l'homme, à ne rhume le vacarme, à ne plus mettre un chat ou un bébé dehors. Mais lui, il est content. Parce qu'il s'y croit. Et ça y va, des bonds en avant, des formidables essors, des accélérations de progrès qu'on n'arrête pas. Lui, ce qu'il veut, c'est surtout ne pas s'arrêter. Être toujours au commencement de l'acte, tendu par le désir, sollicité par l'avenir. Hors du projet, il s'englue dans la pâte molle et visqueuse de la vie. Hors de l'entreprise, il se décompose et périclite. Un humain bizarrement arrivé en cette planète. Un descendant et héritier des premières espèces du monde vivant. Fortuitement apparu il y a des millions ou milliards d'années ou de siècles sur cette étrange boule infiniment tournante. Un descendant et héritier des fortuites bactéries sommaires. Fortuitement devenus, après tant de millions ou milliards d'années ou de siècles, des êtres unicellulaires, frémissants et ondulants dans des mers très anciennes, calmes, effrayantes matrices. Oh, mon vieil ancêtre unicellulaire,
petit, solennel réceptacle de cette vie très ancienne, vie qui est maintenant mienne, et le legs dont je suis le bénéficiaire. Ô ma petite vieille vie en moi, vie qui vient du fond des âges et qui va disparaître à jamais, avec ses tendresses, ses joies et ses amours, et cette fin de Dieu inassouvie. Dans 1000 ans, ou dans 10 000 ans, il y aura-t-il seulement quelqu'un sur la terre qui se rappellera qu'on existait? Peut-être dans une salle de musée, au fond d'une étrange bâtisse de ciment et de verre, il y aura un crâne aux orbites vides, rongé par le temps, usé, brisé, avec une sorte de mâchoire aux dents pourries. Et dans la vitrine, autour du crâne, il y aura quelques objets mystérieux déterrés par les archéologues, un briquet rouillé, 2 ou 3 pièces de monnaie effacées, un stylo à billes noirci par la terre, et, disposé comme un ornement magique, une paire de lunettes noires à monture dorée, dont un verre aura été brisé. Et sur le catalogue correspondant aux chiffres de la vitrine, il y aura ceci. Crâne et mâchoire de Maldek, découvert le 6 juin 19666 à Saatak. Datation approximative 15 000 à 18 000. L'homme de Maldek est un caucasoïde de la dernière période post-glaciaire, appartenant à la civilisation évoluée du nord de l'Europe et de l'Amérique. Relation possible avec le crâne de Combe-Capelle, de Mladec, de Zlatikoum, de Rotekopf. Stature 185 cm. Capacité crânienne 1800 cm3, à peine au-dessous de la moyenne normale actuelle. Culture très évoluée où la machine avait déjà une place importante. Vraisemblablement contemporain de l'ère atomique, bien qu'aucune preuve n'ait été apportée à ce sujet. L'homme de Maldek a laissé de nombreux monuments et avait atteint un stade artistique très élevé. Divers objets ont été retrouvés autour du crâne, objets rituels probablement, car l'homme de Maldek avait un sens du sacré très développé. Il vivait en communauté dans de grandes maisons de ciment divisées en chambres. Les guerres étaient nombreuses et meurtrières, comme le prouvent certains charnets découverts récemment. La civilisation de l'homme de Maldek était essentiellement laborieuse et fétichiste, mais aussi familiale et rituelle et nationaliste. Peut-être l'homme de Maldek a-t-il été contemporain du début de la grande sécheresse qui apparut alors sur la terre et fut à l'origine de l'anéantissement de sa civilisation. Les sociologues disent que le fait d'être positif est une valeur nouvelle dans la civilisation occidentale et qu'elle a remplacé les valeurs humanistes traditionnelles qui ne correspondent plus à l'état de la société. Être positif signifie que les gens vont
considérer l'avenir avec confiance et faire du sport et vivre de façon saine et harmonieuse et aller régulièrement chez le médecin et atteindre un âge élevé et travailler avec assiduité pour profiter de leur retraite et s'habiller avec décontraction. Et plus personne ne veut être pauvre. Et tout le monde veut un réfrigérateur et un téléphone portable et une vie sportive et une carrière dynamique. Et les gens des villes ont des animaux domestiques, des chiens et des chats et des canaris et des tortues et des cochons d'Inde, etc. Parce que l'animal est le plus ancien compagnon de l'homme et qu'il ne saurait le trahir même dans un monde déshumanisé. Et les chiens et les chats ont leur coiffeur et leur salle de beauté, et leur centre de rééducation, et leur morgue, et leur cimetière, etc. Et les soldats américains revenus du Vietnam... Et les soldats américains revenus du Vietnam se sont cotisés pour faire construire un monument aux 4100 chiens américains tombés au Vietnam pour la liberté et la démocratie. Et dans les pays développés, on arrange des fermes appelées musées champêtres ou coins de campagne, où les gens des villes viennent voir à quoi ressemble un cheval, une vache, un mouton, une poule. Parce que les animaux d'élevage ont peu à peu disparu des villes. Et d'autres animaux disparaissent. Les blaireaux et les chevêches, et les rainettes, et les papillons et les scarabées, les longs des chemins. Et les écologistes disent que c'est la faute à la pollution et aux pesticides et aux gaz d'échappement. Et certains écologistes s'infiltrent de nuit dans les laboratoires médicaux et pharmaceutiques où l'on fait des expériences sur les animaux et ils libèrent les singes. Et les lapins et les cobayes, et les serpents et les grenouilles. Et les gens pensent de plus en plus qu'il faut protéger les animaux. Et ils fondent des associations de défense des animaux. Et quelquefois, ils se déguisent en ours ou en vautour. Et ils défilent dans les rues des villes contre les chasseurs et les corridas et les expériences scientifiques sur les animaux. Certains d'entre eux sont végétariens et ils mangent de la carotte. Etc. Les chasseurs disent qu'ils chassent pour maintenir les traditions et que les traditions se perdent et que dans le monde moderne, les traditions sont importantes. Et lorsqu'un chasseur tue par accident un autre chasseur à la place d'un sanglier, les autres chasseurs se cotisent pour acheter à la veuve une nouvelle machine à laver ou autre chose qui peut lui être utile. Magic moments. Hearts are caring. Magic moments. Memories we've been sharing. Time can erase the memory of these magic moments filled with love. Vous avez vu? On rend les vaches carnassières. On entasse les porcs. Les porcs se mangent la queue. On coupe les oreilles des porcs. On les entasse. Ils continuent à se manger les jambons, alors on leur arrache les dents. Les hommes sont devenus fous. Ils donnent de la viande aux vaches. Ils laissent les porcs se dévorer. Ils les entassent à des niveaux invraisemblables. Les femelles, on est obligé de les entraver, sinon elles dévorent leurs petits. Les poulets, on leur coupe le bec supérieur, sinon ils se déchirent la peau.
Il y a des ingénieurs qui ont créé des variétés de poulets sans plumes parce que la plume consommait de l'azote et de la potasse. Et puis les poulets sans plumes, ils avaient froid, il fallait chauffer les bâtiments. Et ça coûtait plus cher que l'azote. Alors ils ont remis les plumes sur les poulets. Des trucs complètement fous. Des gars qui fabriquaient des tomates carrées pour mieux les ranger dans les caisses. Ils ont essayé de faire des œufs carrés. Ils n'y sont pas arrivés. Parce que l'œuf est très embêtant, il est dans une enveloppe qui s'appelle hyperboloïde de compensation et qui prend beaucoup de place. On aimerait bien que les poules pondent des œufs carrés, ce serait plus pratique à ranger. Aucune autre espèce n'a été aussi stupide que l'espèce humaine, qui a supprimé sciemment ses propres ressources alimentaires sous prétexte qu'elles leur venaient de leur mère et de leur grand-mère. C'est tout ce savoir qui est mis en péril, ce savoir des mères et des grands-mères. Ce qu'on a fait aux agriculteurs dans le monde est bien une volonté délibérée de les détruire, de les faire disparaître. C'est le plus grand génocide de toute l'histoire humaine. Tous les hommes naissent libres et égaux en droit. À l'exception de la majorité d'entre eux. De plus en plus d'humains sont privés d'eau potable. Les guerres de l'eau ont commencé, elles seront de plus en plus forcenées. L'eau est consubstantielle à la vie. L'eau des océans abonde, mais elle est salée. L'eau douce est rare. L'eau douce liquide est rarissime. L'homme en utilise et en gaspille des quantités inégales selon qu'il est américain, européen ou africain. Aujourd'hui, 1,3 milliard de nos congénères, 1 sur 5, n'ont aucun accès à l'eau potable. Dans 20 ans, ils seront 3 milliards, 2 sur 5, avec des tragédies sanitaires, famine et épidémies, choléra, dysenterie, paludisme, bilharziose, onchocercose, etc. Faire comprendre aux hommes qu'il est temps de respecter la terre. C'est encore plus compliqué que de leur faire comprendre qu'il faut respecter les femmes parce que les femmes, c'est comme la terre. Pourtant, on va bien être obligé de le faire parce qu'elle est à bout. La terre, là. Plus de 7 milliards de corps humains. Bientôt 8 milliards. Pour ne rien dire des autres corps. Quel est l'espace ouvert entre 8 milliards de corps? Et en chacun, entre phale et céphale, entre les 1000 plis, posture, chute, jet, coupe de chacun. Quel est l'espace où ils se touchent et s'écartent? 16 milliards d'yeux, 80 milliards de doigts. Pour voir quoi? Pour toucher quoi? Et si c'est uniquement pour exister et pour être ces corps, et pour voir, toucher et sentir les corps de ce monde, que saurons-nous inventer pour célébrer leur nombre? Pouvons-nous même y penser?
Le problème avec les squelettes, c'est qu'ils ne disent rien de ceux qui jadis respiraient sur la même terre que nous. Les os peuvent dire l'âge, les maladies, le sexe, les circonstances de la mort quand elle fut violente, mais même en morceaux, les squelettes ne disent rien des tortures infligées par les bourreaux à ceux qui jadis vivaient sous le même ciel que nous. Rien de ce que des humains infligèrent à des humains. Rien sur la solitude, rien sur la souffrance, rien sur l'effroi, rien sur l'agonie, rien sur l'humanité, rien sur rien, rien de rien. Voilà. Mais il y en a trop. Beaucoup trop. Surtout, ils ne disent rien. Rien sur rien. Rien de rien. Chi è noi? Chi siamo noi? Cosa ci accomuna? Che facciamo noi qua insieme? Miliardi di immagini ci mostrano miliardi di corpi, di folle, di ammassi, di mischie, di pacchi, colonne, di attruppamenti, di proliferazioni, di armate, di bande, di sbandamenti, di panici, di spalti, di processioni, di collisioni, di massacri, di carnai, di comunioni, di dispersioni, un troppo pieno, uno straripamento di corpi allo stesso tempo, masse compatte, divagazioni polverose, sempre connessi nelle strade, negli insiemi, nelle megapoli, nelle borgate, nei luoghi di transito, di sorveglianza, di commercio, di cura, di oblio, un'incessante partenza generalizzata. Ecco il mondo della partenza mondiale, questo mondo! Tu écartes la litière de l'année. Celle de l'année précédente est en voie de transformation. Et à force d'écarter, tu tombes sur une matière noirâtre qu'on appelle l'humus. L'humus est l'élément clé autour duquel naît la vie. Il y a tellement de valeurs que humus, humanité, humilité, humidité, tout provient de là. La terre doit sa vie à l'humus. S'il disparaît, le désert s'installe. Oh, heavens, what content is mine to see those trees which have appeared from eternity of time.
On est bien, hein? Oui. C'est bien ici. Il n'y a pas de bruit. Non. Pas trop. C'est drôle, ça. C'est drôle, vous savez, je n'aurais jamais cru que ça arriverait un jour. Qu'est-ce qui est drôle? Mais aujourd'hui, là, sur ce banc, à l'arrêt de l'autobus numéro 16, tout ça s'est passé si vite. Si vite, vous comprenez? Je ne me rappelle plus les détails, c'est allé si vite. On ne pense pas qu'il y a eu des gens vivants il y a 2000 ans. Ou plus? Oui, mais on sait quand même qu'ils ont été là. Non, on ne sait pas. Mais On ne pense pas comme ils ont pensé avant. Je suis né hier. Oui, c'est vrai, je suis né hier. Et aujourd'hui, tout est presque terminé. C'est vrai, tu sais, il y a un type ou une femme mettons en 722 avant Jésus-Christ, et qui a cru qu'il savait beaucoup de choses. Il savait la vérité. C'est drôle de penser à ça. Il a parlé, il croyait en Dieu, il mangeait, il buvait, il était vraiment vivant. Et maintenant, il a disparu. Ne reste peut-être même pas un petit morceau d'os ou une dent. oui, on descend de lui. Qu'est-ce que tu crois qu'il faisait? Il chassait les loups avec une hache de pierre et il poussait des cris terribles. Il a peut-être pensé à nous. Ça m'étonnerait. En une nuit. Ça s'est passé en une nuit. Pendant que je dormais, toutes ces années sont passées sans que je m'en aperçoive. Et aujourd'hui, je me réveille et tout est fini. Presque fini. C'est drôle, vous ne trouvez pas? Hein? C'est que comme un rêve, un cauchemar, je ne sais pas, j'ai oublié. Tu sais, un jour, ma grand-mère m'a dit quelque chose de terrible. Elle avait 80 ans. Et moi, 12 ou 13, quelque chose comme ça. Elle m'a dit, on ne se rend pas compte, mais une vie, c'est si vite passé. Oui, c'est émouvant. Ça doit être terrible de devenir vieux. Oui, quand tout est fini, on ne sait plus combien de temps il reste, un jour ou un an. Heureusement, la plupart des gens n'y pensent pas. Au fond, quand les gens pensent à la vie éternelle, c'est à la jeunesse, c'est tout. Oui. Ils ne voudraient pas la vie éternelle à 80 ans. Ils ne voient pas la vie éternelle avec un limbago ou paralysé. C'est drôle. J'ai oublié comment ça a commencé, mais maintenant je sais que c'est vrai. Là, sur ce banc, avec ces autobus verts qui arrivent toutes les 5 minutes, tout ça, en une nuit. Mais non, non, voyons, vous êtes encore en bonne santé. Vous n'avez pas l'air vieux du tout. Vous êtes très bien conservé. C'était hier seulement, ou avant-hier. Je parlais avec une femme, comme vous. Oui, elle était tout à fait comme vous. Et ça pourrait même être vous. Elle était là, et moi aussi. Ah, c'est drôle de penser ça, que tout ça ait pu disparaître en une nuit. Et pourtant rien n'a changé, je reconnais tout,
mais c'est si loin maintenant, c'est si vieux. Je n'arrive pas à comprendre ça. Quel âge avez-vous? Moi, 22 ans. Tu y crois, toi? Quoi? À la vie éternelle? Oui. Je ne sais pas. Je crois pas, non. Et toi? Moi non plus. 22 ans. En 22 ans, 42 ans, 62 ans, 82 ans, quelle différence? C'est la même chose, la même chose. Hier, j'avais 22 ans. J'étais assis sur ce banc et j'attendais l'autobus pour aller au cinéma ou pour acheter du papier à lettres dans les grands magasins. Et je ne pensais pas que ce serait si vite. On appelle ça une vie. Une vie. Ça n'a même pas duré 1 heure, juste le temps d'attendre entre 2 autobus, c'est vraiment... Vous avez quand même fait... Non. Je n'ai rien fait. Moi, je pense. Je veux dire. J'arrive pas à croire qu'on puisse mourir comme ça, en 5 minutes. Et comment en 5 minutes? Bien oui, il y avait quelqu'un là, et puis 5 minutes après, il n'y a plus rien. C'est ça que j'arrive pas à croire. Pourquoi? Tu comprends? J'arrive pas à y croire, non? Qu'on puisse mourir en 5 minutes? Oui, pas seulement mourir, mais disparaître. Comme ça, d'un seul coup. Tu comprends? Toute une vie. Comme ça. En 5 minutes. Tout ça s'est passé si vite. Si c'était là, je suis ici. Il y avait tellement de choses à faire, sûrement. Tant de choses à faire encore. J'aurais pu, je ne sais pas, aller à Vladivostok, par exemple. Ou bien j'aurais pu connaître des femmes, travailler, apprendre des tas de choses, le sanskrit, la biologie, la cosmographie. J'aurais pu aller dans l'espace ou avoir des centaines d'enfants, faire de la politique, vivre aux Indes ou au Pérou. Je n'ai rien fait. J'ai pas eu le temps. Tout ça s'est passé si vite. Cette vie, c'est difficile à croire. Comme si j'avais dormi ou rêvé. La terre est belle. Beau le nuage qui s'en va seul dans le ciel, semblable à un oiseau perdu et désorienté dans son vol. Beaux les astres, aux étranges, aux inquiètes lumières. Gardiens de l'espace infini, ils t'observent de loin, te connaissent. Mais tu ne les connais pas. Aurait-il donc de la compassion pour toi, qui ignore ce qui t'attend dès le à moins que ces étoiles n'oublient que leur sort est aussi le tien. Tendre est la clémente brise, touchant les fronts dans l'été lointain des îles. Tendre les pluies
sur l'herbe sèche. Tendre est le parfum de la femme ou de l'homme inconnu qui va son chemin près de toi. Belle est la terre lorsque l'âme la quitte. Tel un astronaute à travers sa vitre, je la vois, bleue. Illuminée de l'intérieur, elle lève ses voiles blancs et me précède là où je vais. Belle planète, notre Terre, allant vers sa fin avec un étrange délice. Quand je mourirai, j'ignore s'il sortira de mon corps une âme immatérielle, et si cette subtile fraction de moi-même ira moduler son cantique dans l'azur du ciel, ou hurler son tourment dans la rôtisserie inférieure. Mais je sais que mes plus humbles molécules me fourniront 1000 bonheurs. Quand j'aurai trépassé de mon infâme cancer, si d'Alzheimer, mettons dans un siècle, je veux qu'on brûle mon corps et qu'on jette mes cendres par-dessus le pont du ruisseau de mon hameau natal, où j'ai connu les plaisirs goulus d'une enfance au parfum de Primevère et de gentiane, avec à l'oreille le chant des cascades et le du criquet arciptère, jaune et noir, à pattes rouges. Ma poudre s'éparpillera dans l'eau du torrent. Et c'est ainsi que débutera l'extase. Un peu de ma substance sera bu par un verre de vase qui m'apprendra le plaisir du tortillement avant d'être dévoré par une larve de libellule qu'une truite gobera. J'éprouverai par la peau du poisson la sensation de l'eau née des névés de la montagne, près desquels viennent danser les crocus d'albâtre et les soldanelles en jupe mauve. Le reste de mes cendres filera vers la rivière. Un peu de mes nitrates imprégnera des alluvions où j'alimenterai les racines du nénuphar, dont une abeille butinera la fleur. Je deviendrai miel dans le gésier de l'insecte. On m'étalera sur une tartine. Quelle langue me léchera? Le reste de mes cendres ira vers la mer. Je balancerai dans la houle, j'avancerai dans les courants. Je toucherai, savez-vous, d'incroyables florides. Je longerai des îles de corail et des banquises immaculées. Je deviendrai diatomée, globigène ou goniolax. Qui sait les joies du goniolax à marée haute? J'irai me fixer sous forme de carbonate de calcium dans la carapace de la crevette. Je serai becqueté par le calmar. Je contemplerai du dedans les feux d'artifice que ce mollusque tire avec sa peau. Un cachalot m'engloutira. Je deviendrai protéine de cétacés. Le géant m'emmènera aux abysses. Il me soufflera en surface. Je volerai avec les embruns. Le vent m'emportera jusqu'au nu. J'escaladerai les confins de la stratosphère où l'attraction solaire me saisira pour m'expédier à des vitesses relativistes vers un de ces puits de matière hyper dense qu'on nomme trou noir, où je réaliserai pour le restant de mon immortalité le bonheur d'avoir vécu quelques années sur la terre dans le parfum des fleurs, caressant les miens
sous l'œil énigmatique des étoiles. Pour